Bonjour, donc je vais vous parler des conséquences du télétravail sur la santé au travail, des conséquences qui peuvent être heureuses ou plus problématiques. Donc je le fais au titre de président de la Fédération des intervenants en risques psychosociaux. Donc c'est une fédération qui réunit les principaux cabinets de conseil qui travaillent sur les conditions de travail, les risques psychosociaux, à la demande des entreprises, des employeurs, ou des représentants du personnel qui sont souvent confrontés aussi à des débats sur ces questions. Donc la façon dont on a été confronté ces derniers temps au télétravail, c'est à travers les diagnostics que les entreprises nous demandent sur leurs conditions de travail, des interventions quand par exemple il y a des problèmes de conditions de travail, de conflits dans le travail, où à ce moment-là on va interroger, c'est de voir si le télétravail a pu être à l'origine de difficultés. Et puis on contribue aussi à aider les entreprises à faire des plans de prévention. Et à ce titre, on essaye de les aider, en particulier dans les négociations qui sont très fréquentes en ce moment dans les entreprises, à intégrer les meilleures précautions pour que le télétravail se passe au mieux et soit un facteur d'amélioration des conditions de travail, mais je dirais dans tous les domaines du jeu. Pas seulement, par exemple, dans la question des transports, qui est la première qui vient à l'esprit. Donc cette question des transports est évidemment importante, et là on a une première différence, c'est qu'il y a ceux qui habitaient très loin de leur travail, qui avaient des temps de trajet longs, coûteux, pénibles, et qui évidemment sont les plus gourmands de télétravail. Mais curieusement, on a aussi des personnes qui habitent à 5 minutes à pied de leur travail, et qui aiment beaucoup le télétravail. Donc il n'y a pas que la question du trajet, même si celle-ci est à prendre en compte. Et pour ceux qui ont des trajets très longs, le premier bénéfice, c'est la réduction des temps de transport, avec tout ce que ça comporte. Donc ça, c'est bien sûr un bénéfice évident. Ce bénéfice est parfois tellement évident qu'il doit conduire à une certaine vigilance. C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne 2 heures le matin, 2 heures le soir, de transport pénible, parce qu'il est en télétravail, va être tenté de dissimuler les éventuels inconvénients du télétravail. L'avantage transport est tellement important pour lui que les autres inconvénients ne vont pas être... La personne risque de se les cacher elle-même. Et alors que ces inconvénients peuvent être importants et qu'il faut aussi essayer de les traiter, de trouver des façons de les réduire. Donc le télétravail, ça pose la question du temps qu'on mobilise pour le travail. Donc si on économise des trajets, eh bien on réduit le temps qu'on passe à son travail. A contrario, on sait qu'en télétravail, les frontières entre le moment où je me mets à travailler et le moment où j'arrête de travailler sont floues, et qu'il peut y avoir des tendances à une extension non contrôlée. Alors c'est évidemment très variable d'une entreprise à l'autre. Il y a des entreprises où tout ça est bien discuté, régulé, mis en place dans des conditions correctes. Mais il y a aussi des salariés qui sont inquiets, qui se disent « mais si mon employeur n'est pas en permanence persuadé que je travaille, je peux avoir des ennuis ». Donc il y a un certain nombre de télétravailleurs qui font du zèle, qui se branchent très très tôt, qui font tout ce qu'il faut pour essayer de montrer que de très tôt à très tard, ils sont au travail, actifs, présents. Et évidemment, cette tendance peut être accentuée en fonction de la situation personnelle des individus. La crise qu'on vient de vivre, le confinement et le télétravail obligatoire ont parfois été extrêmement mal vécus par des personnes qui sont en situation de solitude personnelle. Alors on a beaucoup parlé des difficultés qu'il peut y avoir avec la famille, si on a les enfants qui ne vont plus à l'école et qui empêchent de travailler. Ça, bien sûr, c'est un phénomène, mais qui était assez ponctuel, qui était lié à l'épidémie. Par contre, le télétravail, quand il est important pour des gens qui sont très seuls dans leur vie personnelle, ça peut être extrêmement perturbant, grave, conduire à des situations, y compris parfois dramatiques, et de gens qui, du coup, ne voient plus de limite à leur travail, parce que le cadencement que leur fournissait le transport mettait une frontière un peu nette entre le travail et le non-travail, et si cette frontière disparaît, il peut y avoir des problèmes de temps de travail, où on travaille de plus en plus sans savoir s'arrêter et sans même se rendre compte qu'on ne fait plus que ça.
il y a aussi un autre point qu'il faut interroger avec le télétravail, qui est celui de la productivité. Donc une partie des employeurs, si on se reporte 2 ans en arrière, étaient parfois très frileux, persuadés que le télétravail, c'était la récréation, que personne, qu'on ne pourrait plus contrôler les gens, que ça serait la porte ouverte au laxisme, à rien faire. Voilà. Alors évidemment, toutes les analyses montrent qu'ils avaient tort, que le télétravail, en règle générale, conduit à une amélioration de la productivité, c'est-à-dire que dans le même temps, on fait finalement plus de choses. Mais c'est quelque chose qu'il faut examiner de près. Parce que par exemple, dans la vie sur site, on est régulièrement dans la journée dérangé par ses collègues, par son chef qui vient interrompre le travail pour poser une question, donner une instruction. Bon, il y a ce type de perturbation qu'on a beaucoup moins en télétravail. Mais ces échanges qu'on a avec son management ou ses collègues, ce n'est pas seulement des perturbations. C'est aussi des informations qu'on récupère, une amélioration de la façon dont on travaille. Par exemple, un collègue est confronté à une difficulté, je ne sais pas, informatique, et vient demander un coup de main. En lui expliquant comment résoudre cette difficulté, on augmente son savoir-faire, on améliore la façon dont on maîtrise son travail. Et à contrario, quand on va demander une aide à un collègue, on fait progresser son propre savoir-faire. Donc cet entretien au quotidien de sa capacité à bien travailler, elle peut être mise en cause par un télétravail prolongé si on ne met pas en œuvre des moyens qui permettent de limiter ce risque ou de le contrebalancer complètement. Donc c'est derrière le côté « je suis plus productif en télétravail », il y a un petit risque d'être plus productif sur ce que je sais déjà faire, mais un vrai risque de ne pas apprendre de nouveautés, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Alors, un autre axe peut-être de réflexion, à chaque fois j'essaie de mettre en avant ce qui peut être possible en termes d'avantages et puis les points de vigilance, parce que c'est une question qui est quand même assez complexe. Donc, il y a la question que je viens d'évoquer de la solitude, qui peut être personnelle, mais qui du coup peut devenir une solitude professionnelle, des gens qui travaillent de plus en plus seuls, qui du coup prennent une façon de travailler qui est de plus en plus particulière, leur façon de travailler, ce qui est en soi pas forcément gênant, sauf qu'au bout d'un moment dans une entreprise, si vous avez 20 personnes en télétravail qui se trouvent de plus en plus avec 20 façons de travailler différentes, ça peut devenir un problème pour l'entreprise. Et puis, il y a la question de ce qu'on appelle les tensions. Curieusement, il y a un certain nombre de gens qui apprécient le télétravail. Ça peut paraître un peu choquant, mais parce que leurs collègues sont pénibles. Et que finalement, ils s'en protègent grâce au télétravail. Alors, moi, j'ai eu l'occasion d'observer réellement ce genre de choses. Dans un espace collectif de travail, donc, où il fallait résoudre des problèmes techniques avec différentes informations sur un écran, j'ai pu observer un salarié un peu ancien qui commentait à haute voix tout ce qu'il faisait. C'est-à-dire, tout ce qui passait dans sa tête, il le commentait à haute voix. Alors, pour quelqu'un comme moi à ce moment-là, qui était là pour analyser son travail et l'observer, c'était absolument génial, puisqu'il passait son temps à raconter ce qu'il faisait. Mais évidemment, pour ses collègues, c'était juste insupportable. Et je me suis aperçu que plusieurs d'entre eux tenaient un compte à rebours de son départ en retraite, qui était proche. Donc, ça existe, ça a des collègues tellement pénibles qu'on est en télétravail pour les fuir. Ça peut paraître choquant, mais ça existe. Alors, vous pourrez me dire que le management aurait pu réguler ce type de situation, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, il y a aussi des salariés qui apprécient un management le plus distant possible. Et ça aussi, c'est compliqué. Quand on est manager, on a souvent une équipe où il y a des gens qui veulent qu'on s'occupe d'eux tout le temps et d'autres qui sont très contents qu'on s'occupe d'eux le moins souvent possible. Cette deuxième catégorie va être très à l'aise en télétravail, les premiers beaucoup moins. Et ça aussi, c'est compliqué parce que le mode même de management qu'on a au quotidien en présentiel peut être mis à mal par la distance. J'ai été en situation d'observer une situation de travail où le management, c'était des salariés, enfin un public très féminin, et où tous les managers étaient des femmes, et qui avait un fonctionnement que, en l'observant, on a pu caractériser qui était maternaliste. C'est-à-dire, c'était un peu les mamans de leur équipe. Et au quotidien, ça passait assez bien. Alors, c'était à la fois une grande attention aux équipiers, mais qui allait des fois un peu trop loin. C'est-à-dire que
tous les matins, il fallait avoir des nouvelles des enfants, de comment ça allait dans la vie personnelle. Tout ça, finalement, au quotidien, ça passait pas mal. Et puis, une fois mis à distance, un peu obligatoire avec le télétravail, ça s'est finalement, une partie des salariés se sont rendus compte des dysfonctionnements de cette façon de faire et ont finalement pris les choses très mal. Ce qui passait assez bien en présence devenait finalement proche du harcèlement vu à distance. Et là, il y a vraiment eu des réglages très compliqués pour le management dans la façon au quotidien de parler à leur équipe en fonction de la diversité même de cette équipe. Voilà. Et il y a aussi pour les entreprises une grande difficulté avec le télétravail, c'est qu'elle estompe la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Alors en France, c'est une frontière auquel on tient et que le Code du travail protège. C'est-à-dire que l'entreprise n'a pas à savoir ce qui se passe dans la vie personnelle de ses salariés. Elle connaît leur adresse, elle connaît à minima leur situation de famille, surtout si le CSE fait des bons de Noël, à ce moment-là, il faut savoir combien il y a d'enfants. Enfin, à la limite, ça ne les regarde pas vraiment. Et c'est tout. Mais par exemple, la taille du logement est évidemment une information auxquelles les entreprises ne s'étaient jamais intéressées avant. L'adresse, oui, parce qu'il pouvait y avoir un problème de transport et pourquoi pas de prise en charge des frais de trajet. Et on voit bien que cette question, elle est bousculée par le télétravail. Quand on met des gens en télétravail et que des gens sont volontaires et d'autres non volontaires, ce n'est pas seulement en fonction du contenu du travail, ça va être en fonction, par exemple, de la taille de leur logement, de la façon dont il est aménagé, de la possibilité d'y avoir un bureau pour se concentrer ou pas. Et ça, évidemment, ça va poser des problèmes juridiques un peu compliqués, ça peut en poser. Et puis, ça introduit entre les salariés un risque de discrimination auquel les entreprises devront être très vigilantes. C'est-à-dire que si une entreprise aujourd'hui veut encourager le télétravail, y compris dans l'idée peut-être de pouvoir économiser des locaux, elle va finalement trouver que tous les salariés qui sont volontaires pour le télétravail sont super et que ceux qui sont non volontaires pour le télétravail, qui ne veulent pas en faire, sont finalement un peu ringards, des casse-pieds, alors que c'est simplement peut-être uniquement lié à la situation de leur logement ou à la composition de leur famille. Donc ça doit vraiment être un point de vigilance dans les négociations sur le télétravail et dans la façon dont ces questions vont être traitées au quotidien. Toujours sur les points de vigilance du télétravail, une question essentielle est celle de l'autonomie. C'est-à-dire que bien avant l'accélération extraordinaire du télétravail qu'on a connue ces 18 derniers mois, on avait été amené à faire des évaluations d'accords de télétravail, par exemple. Et on voit bien qu'il y avait deux conditions pour que ça marche. Pour que quelqu'un en télétravail soit en situation confortable, il fallait une relation de confiance avec son manager et il fallait que cette personne soit autonome, suffisamment autonome pour finalement être efficace en étant un peu éloigné de son entreprise. Alors il faut garder à l'esprit ces deux sujets qui sont très importants. Alors la confiance du manager, c'est quelque chose qui est souvent assez avéré. Beaucoup d'enquêtes montrent qu'un nombre significatif de salariés ont une relation de confiance avec leur manager, mais cette relation n'est pas forcément stable dans le temps. L'éloignement peut l'altérer. Et puis, par exemple, vous avez un changement de manager, votre responsable d'équipe change. C'était déjà une petite période de risque auparavant, mais finalement, le nouveau manager arrivait sur place, se dépêchait de rencontrer tout le monde, voyait fonctionner les gens, prenait ses marques, et puis souvent, ça fonctionnait pas mal. Avec des salariés qui sont souvent ou voire tout le temps en télétravail, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que la confiance uniquement établie avec quelques conférences Zoom ou des coups de fil, bien sûr, on peut y arriver, mais c'est quand même pas aussi spontané que ça peut l'être quand on est au quotidien dans les mêmes locaux et qu'on se voit tout le temps. Donc cette question d'autonomie et de confiance est importante et il faut de ce point de vue-là faire attention à des populations particulières aussi. J'ai vu récemment dans un accord télétravail une disposition qui concernait les nouveaux embauchés et les stagiaires qui interdisait le télétravail pour les nouveaux embauchés pendant une durée qui était, je crois, de 100 jours. C'est-à-dire qu'un nouvel embauché, pendant les 100 premiers jours de travail, donc ça fait à peu près 5 mois, un jour ouvré, avait interdiction de télétravailler.
et j'ai trouvé cette mesure adaptée, intelligente. Quand on commence un nouvel emploi, même si une partie des jeunes pourrait trouver super de faire ça de chez eux, je pense globalement que c'est une précaution très judicieuse. On doit d'abord être sur place, comprendre l'entreprise sur site, avant de pouvoir éventuellement télétravailler. Donc dans ce cas précis, et pour une population bien caractérisée, je pense qu'une interdiction de télétravail est une mesure protectrice des conditions de travail et de la santé au travail, qui peut permettre de construire une entrée dans une entreprise dans les meilleures conditions. Alors, un autre risque aussi de tension qu'il peut y avoir dans les entreprises, c'est qu'on sait qu'il y a des métiers où on peut télétravailler et d'autres où on ne peut pas. En ce moment, on discute beaucoup dans les entreprises d'accords de télétravail et, par exemple, les représentants du personnel vont demander que les télétravailleurs soient indemnisés de certaines dépenses liées au télétravail, parce qu'ils vont consommer l'électricité qui vient de chez eux, qu'ils payent du chauffage, parfois un fauteuil confortable pour travailler, enfin des demandes qui sont par ailleurs tout à fait légitimes. Mais il faut faire attention. Moi, j'étais récemment dans une entreprise en discutant avec des représentants du personnel, et les représentants du personnel des cols bleus, même si cette appellation un peu, enfin bref, de ceux qui ne pouvaient pas télétravailler, avaient un peu tendance à ricaner, à dire ils sont gentils ceux qui télétravaillent, ils demandent des primes pour rester dans leur canapé, alors que nous, on continue à prendre les transports tous les matins, à venir sur site et qu'on n'a pas droit au télétravail. Donc, je pense qu'il faut être très vigilant, c'est-à-dire que si on ne prend pas garde à la situation de ceux qui ne peuvent pas télétravailler dans un accord de télétravail, on peut créer des fractures dans l'entreprise qui conduisent à des divisions, des tensions, ce qui n'est quand même jamais une bonne chose. Donc, à titre d'illustration, par exemple, la prise en charge des transports, du coût des transports par l'entreprise qui est réglementée. En région parisienne, dans beaucoup d'agglomérations, l'employeur paye la moitié du pass Navigo, par exemple à Paris. Eh bien, si demain, la moitié des salariés ne vient plus que 2 jours par semaine, est-ce qu'il faudra continuer à leur payer le pass Navigo plein pot ou est-ce qu'il ne faudrait pas indemniser que la moitié des coûts réels de transport qui, pour eux, vont fortement diminuer, et puis peut-être indemniser à 100% le pass Navigo de ceux qui, eux, doivent venir tous les jours travailler et qui peuvent vraiment considérer que là, il y a une mesure qui ne serait pas équitable de leur point de vue. Donc ça, c'est un point qui n'est pas encore trop ressorti, mais qui, de mon point de vue, mérite vraiment une grande vigilance. Pour les personnes qui télétravaillent, une partie d'entre elles, alors c'est vrai qu'il faut distinguer le télétravail réglementé dans lequel je pense qu'on va rentrer aujourd'hui, avec souvent 2 jours de travail par semaine, parfois 3, et je pense qu'au-delà, c'est souvent, il y a beaucoup d'inconvénients. Il faut distinguer cette situation du télétravail systématique qu'on a connu ces derniers mois, mais qui a conduit aussi à des interrogations. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui se sont interrogés sur leur propre travail. Finalement, faire le même travail au bureau avec des gens qui font la même chose, ou chez soi, sous le regard de son conjoint, de ses enfants, à qui finalement doit expliquer ce qu'on est en train de faire. Est-ce que mon travail est si utile que ça ? Il y a des gens qui expliquent leur travail à leurs enfants, par exemple, qui est absolument impossible d'être compris par des enfants. Donc, si on dit « je suis maçon, je construis une maison », les enfants comprennent l'utilité du travail. Si on dit « je contrôle des procédures en fonction de la réglementation américaine qui est passée il y a 2 ans », c'est strictement incompréhensible. Et ça peut conduire, ces situations peuvent conduire, il y a déjà beaucoup de cas documentés, à des sortes de prise de conscience, de remise en cause personnelle et d'accélération de volonté de changer de situation professionnelle. Donc en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Il y a des gens qui restaient toute leur vie en ayant envie de changer sans jamais franchir le pas, qui d'ailleurs à être plutôt malheureux dans le travail qu'ils n'osaient pas quitter. Donc ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais là aussi, il faut l'observer. Et beaucoup de DRH observent des cas aujourd'hui de ce qu'on peut appeler des décrocheurs. Comme on parle de gamins qui sont décrocheurs de l'école, qui n'y vont plus, qui ne savent pas trop quoi faire de leur vie, on a aujourd'hui des décrocheurs du télétravail, des gens qui ont été perturbés dans leur relation à l'entreprise, à leur travail, par la situation qu'on a connue ces derniers temps, et
qui peuvent être réellement en difficulté au moment de revenir dans l'entreprise ou de trouver un mode de travail plus régulier. Alors, il y a des tas de raisons. Il y a ceux qui ont eu on va dire un peu des crises existentielles ou personnelles. Il y a aussi des gens qui, par manque d'autonomie, ont passé des mois à essayer de bricoler, de faire semblant de travailler en étant très insatisfaits de leur propre efficacité, donc ils sont du coup pas en situation difficile. Enfin, là aussi, il va falloir, dans la période que nous vivons aujourd'hui, une très grande vigilance sur la diversité des situations auxquelles les salariés ont été confrontés dans cette période. Voilà, et puis ma dernière remarque, parce qu'il faut laisser un peu de temps pour les questions, c'est les risques qu'il peut y avoir ensuite pour la situation de travail. Par exemple, une entreprise met un accord de télétravail qui se traduit par le fait qu'il n'y a plus que la moitié des gens présents sur site en permanence. De façon assez logique, l'étape d'après, c'est dire on va réduire les locaux, on va rendre des mètres carrés. Donc alors qu'on avait des locaux pour accueillir 1000 personnes, on va réduire les locaux, on n'aura plus des situations que pour en accueillir 500. Mais bien évidemment, ça laisse assez peu de place à la réversibilité du télétravail. C'est-à-dire que si quelqu'un dit moi j'en ai marre du télétravail, je veux revenir sur site, on risque de lui dire il n'y a plus de place. Et puis on sait que souvent ça se traduit par des organisations qu'on appelle aujourd'hui de flex office. Alors je ne vais pas développer, mais où il n'y a plus une place attribuée à chacun. Avec parfois des situations un peu compliquées où il faut arriver tôt le matin pour avoir une place, et celui qui arrive un peu tard, il ne sait plus où s'installer parce que toutes les places sont prises. Donc il y a aussi des difficultés. Et puis peut-être mon dernier point avant les questions, c'est qu'il peut y avoir des personnes qui finalement s'éloignent de l'entreprise, avec un petit risque qu'on peut illustrer par l'adage « loin des yeux, loin du cœur ». Loin du cœur de l'entreprise, c'est-à-dire des gens qui vont être en télétravail. On va un peu les oublier. On va leur confier les tâches qu'ils maîtrisent, mais qui sont peut-être des tâches qui sont de moins en moins utiles. Des nouvelles activités vont se développer dans l'entreprise qui vont d'abord être prises par ceux qui sont sur place, ceux qui sont là quand on en parle, ceux qui sont là pour qu'on leur explique comment ça marche. Et il peut y avoir un risque à terme que les gens qui font le plus de télétravail dans une entreprise se retrouvent un peu marginalisés. Donc chaque fois que je dis que j'identifie un risque, ce n'est pas une prévision en disant ça va se réaliser. Ça veut dire qu'une fois qu'on a identifié le risque, il faut faire en sorte qu'il ne se traduise pas par un trouble et qu'on vérifie, qu'on mette en place des mesures pour empêcher que ça se produise. Identifier un risque et empêcher qu'il se produise, c'est finalement le cœur de la prévention et c'est aussi le cœur de l'activité de nos cabinets. Alors, je crois que je suis à peu près bon pour la durée de la présentation liminaire. Alors si j'ai bien compris ensuite, il peut y avoir des questions par chat. Je vais regarder. Alors, il y a une question. Est-ce que dans la panoplie des solutions de séparation entre vie professionnelle et vie personnelle, il est envisagé de ne pas considérer le télétravail uniquement à domicile? Alors, c'est effectivement une remarque importante d'un point que je n'ai pas abordé, c'est que le télétravail ne doit pas être identifié au télétravail à domicile. Il y a quand même des lieux alors de coworking ou de travail qui peuvent être autres que le site habituel de travail sans être pour autant le domicile. C'est un point important. Il y a quelques entreprises qui l'ont mis en œuvre. J'ai le cas d'une entreprise qui récemment a regroupé sur une agglomération différents immeubles en un seul pour regrouper toutes ses activités, ce qui s'est traduit pour une partie de ses salariés par des problèmes de transport plus difficiles qu'avant. Elle a identifié des lieux aux 4 points cardinaux de l'agglomération, nord, sud, est, ouest, des lieux où ponctuellement, donc un certain nombre de jours par semaine, mais pas tout le temps, ces salariés pourraient se rendre pour travailler sans être pour autant à domicile, donc ils ont un trajet beaucoup plus court, pour travailler dans un lieu qui ne soit pas leur site principal et qui ne soit pas non plus leur domicile. Je pense que c'est une situation qu'il faut considérer avec intérêt. Alors évidemment, il y a un coût immobilier pour l'employeur, mais par contre, il y a beaucoup d'inconvénients en moins. Il y a, je pense, une meilleure faculté de se concentrer sur un lieu qui est dédié au travail qu'à son domicile. Il y a la présence de collègues. Alors, ce n'est pas forcément même des gens de la même entreprise, mais d'autres personnes qui travaillent à côté. Ça veut dire, même si je n'encourage pas le tabagisme, que si on veut aller fumer une clope à l'extérieur, on ne le fait pas forcément tout seul, qu'on peut aller boire un café, qu'on peut déjeuner ensemble, avoir des liens du quotidien,
qui sont quand même utiles et qui manquent à beaucoup de gens quand ils sont uniquement en télétravail chez eux. Donc c'est une piste qu'il faut considérer et qu'il faut, je pense, essayer d'intégrer aussi aux négociations qui existent actuellement sur des accords télétravail. Alors, il y a une autre question. Comment manager une équipe avec des télétravailleurs et des non-télétravailleurs, des agents qui ont donc des approches très différentes? Alors ça, c'est, je pense, le sujet principal auquel vont être confrontés les managers. C'est-à-dire que dans une équipe dont on est le responsable, on a déjà normalement, quand il y a les équipes de clones, ça n'existe pas. Les gens sont différents dans une équipe. Et donc l'art du management, c'est d'arriver à faire travailler ensemble des gens qui ne sont pas les mêmes. Donc mettre en avant les qualités de chacun, identifier les défauts de chacun pour qu'ils ne s'expriment pas trop, qu'ils soient corrigés par les qualités du voisin. Enfin, c'est ça, manager, faire travailler une équipe. Alors quand on a la moitié sur place, la moitié à distance, c'est déjà plus compliqué. Et en plus, les attitudes respectives des uns des autres face au télétravail, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, qui peut être un facteur de tension supplémentaire. Je vais essayer d'illustrer. Dans la plupart des métiers, on a un certain nombre de tâches à effectuer. On n'en a pas qu'une seule. Donc, mais il y a des tâches qui se prêtent bien au télétravail et d'autres non. Donc on peut avoir le risque que ceux qui sont en télétravail, on va finalement leur donner les tâches télétravaillables, et puis ceux qui sont plus sur site, ils vont avoir les tâches non télétravaillables. Alors ce n'est pas choquant en soi, mais il peut y avoir, si les tâches télétravaillables sont par exemple des tâches répétitives et pénibles, enfin, nous on a vu le cas par exemple pendant la période récente, de quelqu'un qui était immunodéprimé, donc qui devait absolument rester en télétravail pendant toute l'épidémie, qui s'est retrouvé avec un poste appauvri. C'est-à-dire que comme il n'était jamais là, et qu'une partie des tâches ne pouvait pas se faire en télétravail, bien on lui a donné tout ce qui pouvait être fait en télétravail, et il s'est retrouvé avec un poste finalement très pénible, très pauvre, où il faisait la même chose toute la journée, donc des tâches pas intéressantes en étant tout seul chez lui, donc en situation ensuite personnelle extrêmement difficile. Donc c'est vraiment pour les managers, ça veut dire aussi qu'il faut évaluer la charge de travail, dont on sait que, en particulier dans les métiers de service, c'est extrêmement difficile. Parce qu'à distance, on peut très vite avoir des tensions avec, par exemple, une partie de l'équipe qui considère que les autres ne foutent rien, parce qu'on ne les voit pas, ou qu'il n'y a qu'eux qui font certaines tâches, ou qui passent leur temps à aider les autres et qu'ils n'avancent pas dans leur propre travail. Enfin, c'est vraiment des choses qu'on entend très souvent et qui vont être autant de difficultés pour les managers qui vont être confrontés à ces équipes difficiles. Alors je dirais c'est une difficulté, mais c'est aussi tout le charme, ou c'est ce qui fait qu'un manager n'est pas remplaçable par une machine ou un automate. Hein. Par contre, je dirais que dans les entreprises, il va falloir soutenir ces managers qui vont avoir des tâches plus compliquées. Alors, il y a aussi des choses qui peuvent se simplifier, parce que le télétravail a montré l'autonomie des salariés. C'est-à-dire qu'il y a aussi parfois des formes de management, on passait beaucoup de temps à surveiller une équipe et on s'aperçoit que quand on ne les surveille pas, ils travaillent autant. Et qu'on peut vraiment réduire une partie des tâches qui étaient finalement inutiles, de mettre un peu la pression, surveiller, contrôler, etc. Il y a vraiment des entreprises où ça n'a plus pu se faire et où il ne s'est absolument rien passé de nuisible. Donc franchement, le cœur même du métier de manager, il doit être de plus en plus capable vraiment de comprendre le travail de ses équipiers, d'analyser la charge, de la peser, ce qui est très compliqué, pour essayer de la répartir équitablement. Mais équitablement ne veut pas dire donner la même chose à chacun, parce que chacun a ses qualités et ses défauts, et puis que le télétravail met un facteur de plus de discrimination et de différence au sein de l'équipe. Je pense qu'on est à peu près dans le temps qui m'était imparti. Donc voilà, c'est toujours un peu étrange de faire ce type d'intervention à distance, mais enfin, s'agissant du télétravail, il faut aussi pouvoir se l'appliquer à soi-même. Donc je me suis livré à cet exercice un peu nouveau d'intervenir dans une salle où il n'y a pas grand monde. Il y a des gens qu'on ne voit pas très bien. Voilà, bonne fin de journée à tous et bonne fin de congrès pour ceux qui y participent.